Donc, il s'agit du texte tiré de la préface pour un traité du vide, texte de Blaise Pascal. Première remarque, il y a quelques copies, mais elles sont rarissimes, qui n'ont toujours pas pigé ce que c'était qu'une explication de texte. Et donc, qui n'ont pas compris la méthode de l'explication de texte. Je le répète une dernière fois, parce qu'au bout de 4 fois, ça commence à faire beaucoup. Une explication de texte est linéaire, elle suit l'ordre chronologique du texte. Il y a donc autant de parties dans votre explication qu'il y a d'étapes argumentatives dans le texte. En revanche, chacun des paragraphes dans une de vos parties doit être organisé de manière dynamique en fonction de certaines préoccupations. Premier paragraphe d'une partie, je vous l'avais dit, vous demandez quelle est la fonction de l'argument dans le texte, exposer l'argument et examiner sa fonction dans l'économie du texte. Deuxième paragraphe, faire une analyse plus détaillée des concepts mobilisés dans cette partie-là du texte. Troisième paragraphe optionnel et qui n'est pas systématique, faire une analyse critique de l'argument et des concepts de l'auteur. Donc, si le texte fait 2 parties, vous aurez 2 parties dans votre explication. Et vous avez 2 à 3 paragraphes par partie. Cela dépend de votre inspiration, de vos connaissances, tout simplement de la nature aussi du texte. Tout ne s'y prête pas. Alors, tout ça pour en venir à... alors, Gabin, vous aviez finalement une assez bonne excuse. Enfin, quoique, vous auriez pu trouver le thème du texte. Mais il y a certains élèves qui n'ont pas regardé mes prouesses sur YouTube et qui du coup sont passés complètement à côté de l'objet du texte. C'est encore vrai de mes TG3 qui rendent leur copie. Alors ça, je vous rends hommage. C'est que vous avez tous joué le jeu, vous avez tous, quasiment tous rendu. Je crois qu'il y a 2 copies qui n'ont pas été retournées. Ça va chauffer pour leur matricule la semaine prochaine. Vous avez tous fait le travail, quoi. Alors que les autres, là, si vous voulez, ils n'avaient pas Internet, ils avaient leur préparation militaire, ils avaient leur BAFA, etc. etc. Résultat des courses, il y a la moitié de la classe qui n'a pas rendu son travail, et ça, ils en bavent, là. C'est-à-dire que je me venge, forcément. On ne fait pas corriger 15 copies la semaine de la rentrée. C'est le genre de trucs qui ne se font pas. Ça ne se fait pas, et donc je leur fais payer cash. Ça. Bon, ça, vous avez joué le jeu, c'est très bien. Simplement, l'objet du texte, l'objet principal du texte, c'était pas la comparaison entre l'homme et l'animal, la distinction entre la raison humaine et l'instinct de l'animal. Le véritable objet du texte, c'était la question, donc vous l'avez quasiment tous redit, c'était la question de l'autorité dans la science. L'autorité doit-elle être cherchée du côté de l'antériorité, comme c'est le cas d'habitude, ou doit-elle être cherchée du côté, paradoxalement, de la postérité, à savoir des savants les plus modernes, les plus contemporains. Ça vous permettait d'éviter une erreur, c'est-à-dire de traiter en fait la première partie du texte, le premier paragraphe, pour elle-même. À quoi sert le premier paragraphe? Ça, c'est peut-être le point qui a été le moins bien vu. Le premier paragraphe sert à attaquer à mots couverts, et en fait pas si couverts que ça, les partisans des anciens. Au fond, Pascal parle de l'instinct animal pour assimiler ceux qui défendent les anciens, ceux qui prônent l'autorité sacro-sainte des anciens en matière scientifique, pour les attaquer et pour dire que les partisans des anciens se comportent d'une manière indigne de la raison humaine, comme des animaux, à la manière des animaux. Et il me semble que, je ne sais pas si c'est pas Lucas, il me semble qu'il y a quelques copies qui ont formulé l'hypothèse selon laquelle, au fond, l'instinct servait, sinon de métaphore, du moins d'approximation pour parler du préjugé, de la question du préjugé en science. Okay. Au fond, l'instinct animal est une manière pour Pascal
de parler du fonctionnement du préjugé chez ceux qui défendent la sacro-sainte autorité des anciens en sciences. J'ai pas le temps de faire d'énormes développements là-dessus, mais si vous retrouvez le cours que j'ai fait sur la morale, sur l'action et la morale, on a étudié un texte d'un penseur conservateur anglais qui s'appelle Edmund Burke, qui date des années 1790, il me semble. Peut-être même 1790 d'ailleurs. Qui s'appelle Réflexion sur la Révolution de France, ou en France, et qui est une réflexion sur la fonction du préjugé. Et que dit Burke à propos du préjugé? Il dit que le préjugé est toujours prêt à servir, qu'il est toujours le même, qu'il permet d'appréhender systématiquement de nouvelles situations, comme si elles n'avaient jamais été modifiées, comme si elles n'avaient jamais changé. C'est exactement ce que dit Pascal à propos de l'instinct des animaux, et en particulier des abeilles. Il affirme que l'instinct est réactif, l'instinct est une réaction à une nouvelle situation, ou à une situation inhabituelle pour l'animal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'instinct est passif, c'est-à-dire qu'il intervient sans réflexion. Et troisièmement, effectivement, il est irréfléchi. On économise beaucoup de temps lorsque on réagit par instinct, alors que la réflexion se déploie dans le temps. D'où le progrès. Donc voilà, le premier point, la première remarque que je voulais faire, et ça vous pouvez le noter, quand Pascal parle d'instinct, il y a fort à parier, en tout cas c'est l'hypothèse de lecture que je livre, que je défends, et à mon avis à juste titre, quand Aristote passe par le biais de l'instinct animal, c'est pour parler en réalité du préjugé en science. Et je vous renvoie donc au texte de Burke, Réflexion sur la Révolution de France, où Burke analyse ce que c'est qu'un préjugé, on l'avait fait. Il parle de la banque, il parle du préjugé comme de la banque de la sagesse des nations. Et effectivement, quand on compare les deux textes, on se rend compte que l'instinct se rapproche du préjugé. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder à propos du premier paragraphe, de la première partie. Le deuxième point que je voulais aborder est le suivant. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont interrogés sur la notion de perfection chez l'animal. Pascal dit l'instinct de l'animal est parfait et borné. L'animal est parfait et borné. On a du mal à envisager en fait l'idée que la perfection soit bornée, soit délimitée par des barrières infranchissables. Or, Pascal va défendre cette idée. Pourquoi? Pourquoi l'animal est-il à la fois parfait et borné? En fait, on le comprend en lisant le premier paragraphe, en ayant en tête le deuxième. Ce qu'il y a de fascinant dans le rapport entre l'homme et l'animal, dans le texte de Pascal, c'est que l'animal est le miroir de l'homme. Semblable et totalement opposé, c'est-à-dire symétrique, au fond. Pourquoi? Parce que l'instinct est déterminé par un but précis, d'où l'efficacité de l'instinct. L'instinct est rivé à une finalité précise et déterminée. Dans une ruche, la reine ne fait pas ce que font les ouvrières.
le comportement de chaque animal est finalisé, déterminé en fonction d'un but. Et pourtant, l'animal n'a pas conscience de ce but. Donc l'instinct a un but dont l'animal n'a pas conscience. Et c'est exactement l'inverse chez les êtres humains. C'est ça qui est fascinant. C'est que la raison humaine n'a aucune finalité, n'a aucun but. Et pourtant, l'être humain est le seul animal à pouvoir se représenter un but, à pouvoir se représenter une finalité. À pouvoir provoquer et constater son progrès. Donc c'est ça qui est intéressant dans, dans ce texte de Pascal, c'est que Pascal dit il ne faut pas mettre en parallèle l'instinct animal et la raison humaine, mais en réalité, certes, il ne faut pas la mettre en parallèle, mais on pourrait dire qu'il y a une relation symétrique entre l'instinct et la raison. Troisième point qui a été, je dirais pas maltraité, mais qui n'a pas forcément été bien vu, enfin, qui n'a pas été, à qui vous n'avez pas donné totalement toute sa complexité, auquel vous n'avez pas donné totalement toute sa complexité, c'est le rapport de Pascal à la tradition. Alors, Pascal est un moderne, mais comme je l'ai dit aussi, c'est un moderne qui a pour singularité de ne pas être un révolutionnaire, de ne pas défendre une conception de l'histoire des sciences qui soit révolutionnaire, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Il va défendre l'idée d'un progrès cumulatif où chaque génération de savants va partir des travaux réalisés par la précédente pour faire avancer la science. C'est littéralement ce que Hannah Arendt appellera l'autorité et ce que nous appelons le progrès. Un progrès qui sera linéaire. Alors, le problème, c'est évidemment qu'on voit mal comment concilier progrès et tradition. Ça nous semble compliqué. Parce que ces deux termes semblent, au moins depuis les Lumières, au moins depuis le XVIIIe siècle, totalement antinomiques, c'est-à-dire conceptuellement incompatibles. Alors, une petite remarque. En physique, sur quel type d'énoncé reposent les théories? Oui, non, alors pas les triangles de 180 degrés, parce que ça, si vous voulez, Euclide, là, je sais pas où est sa tombe, mais c'est devenu une centrifugeuse, là. Non, sur quel type d'énoncé reposent les théories scientifiques? Vous le savez, oui. Non, oui, des hypothèses. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse en grec? Hypothèse. Thèse, c'est ce qui est posé. Hypo, c'est ce qui est. Une seringue hypodermique. Le derme, c'est la peau. Hypo, c'est ce qui va? Non, pas dedans? Non, bah, une seringue, ça va pas dehors. Ça va dessous. Hypothèse, c'est toutes les propositions qui viennent avant la démonstration. Question. L'hypothèse scientifique peut-elle être distinguée du préjugé scientifique? L'hypothèse, c'est précisément ce jugement qui vient avant toutes les démonstrations. Autrement dit, quand on comprend la structure d'une théorie scientifique,
Voilà. Hypothèse, expérience, démonstration. On peut se demander si l'hypothèse n'est précisément pas cette part de préjugé qu'il y a dans toute théorie. L'hypothèse, c'est précisément ce qui est admis comme cadre qui rend possible l'expérience. Mais justement, à quoi sert l'expérience par rapport à l'hypothèse? À quoi sert l'expérience? Non pas à la prouver, mais à la valider ou à l'invalider. Okay, je reviendrai sur ces termes parce qu'ils sont importants en épistémologie, en théorie de la science. Une expérience ne prouve jamais rien. Elle valide ou elle invalide. Okay, pourquoi? Parce qu'on n'est jamais certain et absolument certain de la véracité, enfin de la vérité d'une hypothèse scientifique. L'expérience vient corroborer, mais elle ne vient pas prouver une hypothèse. Aucune hypothèse scientifique n'est prouvée, elle est simplement corroborée. Donc on voit bien que le rôle du raisonnement et de l'expérience, c'est précisément en fait de faire de l'hypothèse, qui pourrait être un préjugé, un jugement scientifique. Première manière en fait de penser l'articulation entre la tradition et le progrès. Vous avez dans la science les hypothèses, mais vous avez aussi la démonstration et l'expérience. L'hypothèse, c'est peut-être du côté de la tradition, de la culture scientifique. L'expérience et la démonstration, c'est du côté du raisonnement et du progrès. Ça, c'est la première manière de réconcilier tradition et progrès. La deuxième manière consiste à montrer que Pascal entend rester fidèle à l'esprit des anciens, mais pas à leur lettre. C'est-à-dire à leur esprit scientifique, mais pas aux résultats de leurs démonstrations et de leurs expériences. Au fond, qu'est-ce que Pascal reproche aux anciens? Absolument rien. Il ne reproche absolument rien aux anciens. Ces reproches sont adressés à ceux qui en font l'autorité suprême, à ceux qui les voient comme une autorité sacro-sainte en science. Bah oui. Pourquoi? Quel est le procès qu'intente Pascal à ces gens, à ces hommes? Pascal reproche aux partisans des anciens de mal les défendre, de ne pas leur être fidèles, de bafouer leur héritage. Pourquoi? Encore une fois, parce que les anciens se caractérisaient par leur esprit d'innovation, par leur curiosité, par leur audace. Eh bien, ok, mais quand on respecte à la lettre les écrits d'un type qui a composé ces hypothèses il y a 2500 ans, on n'est plus très audacieux, on n'est plus très curieux, on n'est plus très aventurier. Et donc, ce que veut Pascal, justement, c'est véritablement défendre les anciens en étant fidèle à leur esprit d'aventure, à leur audace dans les hypothèses. D'autant que les anciens étaient d'autant plus aventuriers qu'ils avaient moins de moyens d'observation, moins de moyens, donc, de tester leurs hypothèses. Donc voilà, Pascal entend rester fidèle aux anciens alors que les partisans autoproclamés des anciens ne leur sont plus.
ils ont défiguré, ils ont sclérosé l'héritage des anciens. Euh, Au passage, vous savez ce que Pascal a découvert en physique? Les La pression atmosphérique, c'est exactement ça. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il écrit la préface pour un traité du vide? Parce qu'il se rend compte que quand on augmente la pression atmosphérique autour d'un d'un volume en fait fermé, au bout d'un moment, ça implose. Il constate le phénomène de l'implosion. Et il se dit, mais c'est pas la même chose quand un volume explose. Quand un volume implose et quand un volume explose, ces deux phénomènes s'expliquent par des différences d'atmosphère. Il y a implosion quand la pression atmosphérique est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a explosion quand la pression atmosphérique est évidemment plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est le principe si vous voulez, de ces vaisseaux spatiaux, enfin de ces navettes spatiales qui ont tragiquement implosé. C'est-à-dire qu'elles se sont recroquevillées sur elles-mêmes. C'est très impressionnant. Enfin, c'est plutôt les sous-marins d'ailleurs qui font ça. Excusez-moi, pas les navettes spatiales, au contraire. Alors, voilà tout ce que j'avais à dire à peu près sur cette question-là de la préface pour un traité du vide. Je vous recommande la lecture, comme toujours, je ne sais pas si vous le faites, mais après tout, je ne peux pas vous forcer à le faire, je peux simplement vous faire ces recommandations 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je vous recommande d'aller lire les meilleures copies. Demandez-les gentiment. Et en TG3, il y en a eu de très bonnes aussi. C'est la Sainte Trinité habituelle, Kéan, Armel et Eva. Paul, c'est vachement bien. Et Lucas, c'est vachement bien. C'est très très bien. Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé, Alors attendez. Ça, ce sont vos copies. Ouais. Il me semble que c'est Eva Sevestre en TG3 qui m'a appris un truc. Attendez, elles sont où ces copies? Et en fait, c'est parfaitement pertinent. Hop là. Donc, vu que vous faites des maths en spé, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ça. En arithmétique, la notion de borné peut être utilisée pour décrire une suite qui est à la fois minorée et majorée, c'est-à-dire dont les termes sont tous supérieurs à un minorant et tous inférieurs à un majorant. Pascal emprunte ce concept mathématique pour montrer que l'instinct animal est doté d'un minimum leur permettant de survivre et d'un maximum pour ne pas dépasser les limites que la nature leur a confiées. C'est juste ou pas ce qu'elle dit sur le concept de borné? Bon, je lui ai mis combien? Voilà. C'est rare qu'un élève vous apprenne quelque chose. Il faut dire que, bon, vu ma formation, je pouvais pas tellement... et c'est particulièrement pertinent. Pourquoi? Parce que Pascal, c'est un... Non, c'est pas un beau gosse, c'est un matheux. C'est un matheux. Et en plus, c'est quelqu'un qui va utiliser en philosophie le concept d'ordre. L'ordre, c'est une suite, effectivement, qui est régie par... c'est une suite logique, en fait. Une suite qui est régie par un principe d'ordonnancement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour Pascal. Non, c'est pas tout pour aujourd'hui. Hein. Oh.
Alors,